à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau et ultime numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. Avec moi pour cette dernière aujourd'hui Thierry Louvet. Thierry, bonjour. Bonjour. Et Lucas Bertolotto. Lucas, bonjour. Bonjour. On va donc, vous vous en doutez, évidemment revenir sur cette terrible défaite samedi du RCT face à La Rochelle. Toulon qui est éliminé dès les quarts de finale de Top 14. Et puis on fera évidemment le bilan de cette saison 2023-2024. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Bon messieurs, 48 heures après, c'est encore un peu la douche froide. On se demande ce qui s'est passé et qu'est-ce qui a bien pu arriver sur cette pelouse du Stade Mayol, Thierry ? Ce qui est arrivé, déjà, c'est la défaite. Malheureusement, on ne peut que constater ça. Et puis, je crois que c'est un manque à un moment. C'était pas un simple match, c'était un quart de finale à la maison. Donc, j'ai fait un petit parallèle tout à l'heure. Je nous imaginais un quart de finale à la maison. Je crois que j'aurais pas pu ouvrir les portes, on serait passé certainement à travers. Alors, bien entendu, on me dira encore une fois, ouais, mais ça c'était le rugby avant. Ouais, d'accord, c'est le rugby avant, mais le rugby d'avant, si t'as pas la guerre, tu fais pas la guerre, même maintenant, tu gagnes pas les matchs. Et ce match-là, c'était pas un match de rugby qu'il fallait faire, c'était une guerre contre La Rochelle. Le match de rugby, il se gagne devant, il se gagne dans les têtes, il se gagne quand tu prends le dessus sur l'adversaire. Quand à un moment, l'adversaire, il se dit, oh là là, il faut pas que je mette le doigt là parce qu'il va me le couper, il faut pas que je mette la tête là parce qu'il va me la casser, il faut pas que je pense que je vais pouvoir me gagner un mètre parce qu'ils vont me fusiller. Et tu l'as pas fait sur ce quart de finale, tu l'as pas fait. Alors c'est dommage parce que t'avais le stade qui était rempli, t'avais la ville qui attendait que ça. Ça faisait 6 ans qu'on attendait ce moment-là. Et tu passes à travers, quoi. C'est un peu la tristesse du lendemain. Et puis après, 2 jours après, tu te dis, la saison, elle a été un peu comme ça. On est arrivé en quart de finale, on a fait un quart de finale. Voilà, on se dit un petit peu ça. Et on essaie un peu, comme on dit, mitigé. C'est exactement ça, oui. Jusqu'à la 9e minute, tout allait à peu près bien. On s'est dit, La Rochelle fait des fautes, Melvin Jaminet est plutôt en réussite face au poteau. Sauf qu'après, on a vu le pragmatisme de La Rochelle. Et à partir de la 9e minute, ça a été compliqué, quoi. Ça a été des points marqués à chaque incursion dans le camp de Toulon. Ça a été alors du déchet et des fautes de la part de La Rochelle. Mais bon, au final, ils étaient là à la guerre et dans les rucks, ils ont fait ce qu'ils voulaient. Pierre Mignoni l'a dit en après-match. On a perdu la bataille au sol et dans les rucks. Et sur un match comme ça, c'est plutôt, comme l'a dit Thierry, cette bataille-là qui est importante par rapport au rugby en lui-même. Et La Rochelle n'a pas produit un très beau rugby, a fait des fautes et a eu du déchet, mais a su faire ce qu'il fallait pour gagner un match de barrage. On n'a pas reconnu l'équipe toulonnaise qu'on a vue ces dernières semaines. On va en parler offensivement et défensivement. Je sais pas par quoi vous commencez. On peut commencer défensivement. Toulon a encaissé beaucoup d'essais. Il y a eu des grosses erreurs, notamment sur le premier, des erreurs assez basique entre guillemets, alors que la défense était l'un des gros points forts du RCT ces dernières semaines. On pense au match contre Clermont par exemple. Ah oui, il y a eu beaucoup plus de plaquages manqués, il y a eu des trous qui avaient pas ces dernières semaines. Après, comme l'a dit Thierry, à partir d'un moment où c'est un match de barrage, même si tu reconnais pas l'équipe des dernières semaines, c'est pas très gênant parce que le principal c'est de monter au front et de gagner le match, quoi. Même si c'est une équipe complètement différente et le jeu n'est pas le même. Donc oui, il y a eu des trous en défense, il y a eu des trous en attaque aussi. J'ai vu une équipe de Toulon qui s'est heurtée à un mur pendant 2 heures. C'était criant. Il y a pas eu un franchissement en 2 heures, à part à la fin quand ils étaient à 13, parce que t'es 2 de plus. Oui, mais sinon, et puis c'est surtout que du coup il y a pas de solution. Ça c'est un peu plus inquiétant. Par contre, de pas avoir de solution, à part taper tout droit et se heurter à des mecs qui bougent pas, au bout d'un moment, je pense qu'il aurait quand même fallu essayer de trouver une solution, même si c'est compliqué, mais bon, ils sont un paquet pour essayer de trouver ça. C'est trop facile à décrypter, quoi. Je veux dire, l'attaque toulonnaise était d'une facilité déconcertante. Là, en fait, contre La Rochelle avait rien à faire, quoi. Ronan O'Gara a clairement gagné son match là-dessus aussi. Ah oui, non, mais ils avaient rien à faire, quoi. Ils se mettaient en face et puis voilà, tu allais leur taper dedans. Très vite, très fort. Et tu étais incapable de trouver la solution. Des petits par-dessus, des trucs, t'as rien tenté, quoi. Il n'y a pas eu de. C'est un constat qu'on a souvent fait quand même. Quand Toulon fait face à une rush défense, on l'a vu même au Stade Français la semaine d'avant. On sait pas faire. C'est le gros point noir de cette équipe toulonnaise aussi, qui sont incapables un peu d'adapter par rapport à la défense. On n'arrive pas à adapter, alors que logiquement, normalement, tu devrais avoir des joueurs qui sont en capacité sur le terrain à un moment de voir que c'est comme ça que ça se passe et hop, on change notre fusil d'épaule. Et là, c'est comme tout, je crois qu'il y avait rien de trop bon. Et vous me tendez la perche, Thierry, c'est parfait. Vous parlez des joueurs, des leaders, très clairement, parce que c'est eux aussi qui doivent adapter la tactique au match. On a aussi un peu vu la faillite des leaders samedi soir et
Et là, j'ai l'impression qu'on revient 3 mois en arrière, quand on était là en janvier, qu'on disait cette équipe manque de leader, manque de joueurs qui prennent un peu le devant. Là, c'est ce qu'on a vu. On pourra les citer ensuite, mais il y a des joueurs qu'on attendait sur ce rendez-vous qui n'ont pas répondu présent. Ben c'est à ces joueurs-là de monter le curseur sur ces matchs-là. Ces joueurs de classe internationale qui ont l'habitude des matchs de très haut niveau, c'est à eux de montrer sur ces matchs-là ce qu'il faut faire. Même si tu reconnais pas l'équipe des dernières semaines, c'est pas très gênant parce que le principal c'est de monter au front et de gagner le match, quoi. Même si c'est une équipe complètement différente et le jeu n'est pas le même. Donc oui, il y a eu des trous en défense, il y a eu des trous en attaque aussi. Enfin, j'ai vu une équipe de Toulon qui s'est heurtée à un mur pendant 2 heures. Criant. Enfin, il n'y a pas eu un franchissement en 2 heures, à part à la fin quand ils étaient à 13, parce que t'es 2 de plus. Oui, mais sinon, et puis c'est surtout que du coup, il n'y a pas de solution. Ça, c'est un peu plus inquiétant. Par contre, de ne pas avoir de solution, à part taper tout droit et se heurter à des mecs qui bougent pas, au bout d'un moment, je pense qu'il aurait quand même fallu essayer de trouver une solution, même si c'est compliqué. Mais bon, ils sont un paquet pour essayer de trouver ça. C'est trop facile à décrypter, quoi. Je veux dire, l'attaque toulonnaise était d'une facilité déconcertante. Là, en fait, contre La Rochelle avait rien à faire, quoi. Ronan O'Gara a clairement gagné son match là-dessus aussi. Ah oui, non, mais ils avaient rien à faire, quoi. Ils se mettaient en face et puis voilà, tu allais leur taper dedans. Très vite, très fort. Et tu étais incapable de trouver la solution. Des petits par-dessus, des trucs, t'as rien tenté, quoi. Il n'y a pas eu de. C'est un constat qu'on a souvent fait quand même. Quand Toulon fait face à une rush défense, on l'a vu même au Stade Français la semaine d'avant. On sait pas faire. C'est le gros point noir de cette équipe toulonnaise aussi, qui sont incapables un peu d'adapter par rapport à la défense. On n'arrive pas à adapter, alors que logiquement, normalement, tu devrais avoir des joueurs qui sont en capacité sur le terrain à un moment de voir que c'est comme ça que ça se passe et hop, on change notre fusil d'épaule. Et là, c'est comme tout, je crois qu'il y avait rien de trop bon. Et vous me tendez la perche, Thierry, c'est parfait. Vous parlez des joueurs, des leaders, hein, très clairement, parce que c'est eux aussi qui doivent adapter la tactique au match. On a aussi un peu vu la faillite des leaders samedi soir et là, j'ai l'impression qu'on revient 3 mois en arrière, quand on était là en janvier, qu'on disait cette équipe manque de leader, manque de joueurs qui prennent un peu le devant. Là, c'est ce qu'on a vu. On pourra les citer ensuite, mais il y a des joueurs qu'on attendait sur ce rendez-vous qui n'ont pas répondu présent. Ben c'est à ces joueurs-là de monter le curseur sur ces matchs-là. Ces joueurs de classe internationale qui ont l'habitude des matchs de très haut niveau, c'est à eux de montrer sur ces matchs-là ce qu'il faut faire et d'emmener les autres avec eux, de leur dire bon les gars, maintenant on s'accroche, on y va ensemble et on va les tordre. Et alors, ça a peut-être été le cas en début de match, mais on l'a pas bien vu après 10 minutes, quoi. On l'a vu sur la première mêlée, oui, on l'a dit tout à l'heure. Mais après ça, c'est vite passé. Et au retour des vestiaires, là, on attend une équipe de Toulon aussi qui revient avec la hargne, les crocs, qui je pense, a dû prendre quand même une petite secousse dans le vestiaire à la mi-temps quand t'es mené. Et au final, sous une pénalité, il y a personne pour récupérer un ballon et tu prends un essai comme ça d'entrée. C'est le tournant du match. C'est pas normal non plus à ce niveau-là, avec des leaders qui sont censés justement même s'il y a des joueurs qui ont moins d'expérience à certains postes parce qu'il y avait des absents, t'as 4-5 mecs qui sont là qui sont censés montrer ça. Cette pénalité, c'est l'image du match et le tournant. Non, mais c'est aberrant parce que cette pénalité, c'est un truc que tu apprends quand tu es quasiment à l'école de rugby. Bon, j'ai pas fait, mais quand j'ai commencé à jouer, on m'a dit tu es 3e ligne, tu te mets là, tu as un poteau là, toi tu es 3e ligne là, toi tu es 3e ligne là, tu te mets là, tu regardes ce qui se passe là. Si jamais ça tape là, au moins comme ça tu es dessous. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Pour en revenir au leader. Dans le rugby, tu as besoin de leaders de jeu et de leaders de combat. À Toulon, je pense que tu as des leaders de jeu, effectivement. Certainement, tu le nommeras tout à l'heure. Et il nous manque des leaders de combat. Alors quand je dis leaders de combat, c'est pas péjoratif. Et c'est surtout, ce sont des leaders. Parce que si tu n'as qu'un leader de combat... Oui, s'il est éteint... mais même s'il est seul... avec 6 ou 7 mecs à côté qui bougent, qui sont pas dans le même truc, c'est compliqué. Quand tu as des leaders de combat, c'est que tu as un groupe qui est prêt à s'engager avec 1 ou 2 leaders de combat qui vont montrer la voie, entre guillemets. Mais tout le reste va faire la même chose. Et sur un match comme ça, tu t'aperçois que non, t'es pas sur le truc, t'es pas sur le même tempo, t'es pas sur le même rythme, t'es pas sur la même envie de ce match de rugby que tu dois gagner à tout prix. C'est la problématique de ce match-là. Et ça se voit d'autant plus quand en face il y a un mec comme Will Skelton qui l'est clairement et qui a fait ce qu'il voulait sur la pelouse tout au long du match. Et du coup, ça se voit d'autant plus la différence entre La Rochelle et Toulon sur ce match-là, avec un vrai guerrier du côté de La Rochelle. Et qui mène les autres. Et qui mène les autres. Même si tu as des joueurs à La Rochelle qui ont été un peu éteints dans le jeu,
Mais par contre, dans le combat, dans l'agressivité, ces mecs, ils étaient présents, quoi. Parce que tu avais ce mec-là qui nous a fait de tout. Et c'est insupportable. Alors, on a évoqué le 8 de devant qui a failli, hein, on va le dire. Une autre déception, c'est la charnière. Parce que là, pour le coup, on a une expérience internationale avec Baptiste Serin, avec Paolo Garbisi. Ils ont été mangés de cette charnière et d'ailleurs coachés dès la 53e, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, notamment pour Baptiste Serin qui en général fait pratiquement tout le match. Ils sont passés à côté du rendez-vous, le numéro 9 et le numéro 10. Oui, ben, on a vu Baptiste Serin essayer des trucs, mais je pense que c'était peut-être pas ce qu'il fallait faire sur ce match-là. Et au moment où il fallait le faire, il a essayé certaines choses. Il a voulu jouer une pénalité vite. Il y a un bras cassé où il tape en touche rapidement. Mais c'était peut-être pas la bonne solution sur ce match-là. Et oui, ben, l'impuissance, elle est que avant l'heure de jeu, il y a la charnière qui change avec Garbisi qui est décalé derrière et il y en a une autre qui rentre, mais c'était peut-être pas. Non, mais de toute façon, après, non plus. Après, tu essaies de sauver les soldats, quoi. Hein. Tu fais, entre guillemets, voilà, tu tentes un coup, tu jettes les trucs, tu te dis, bon, allez, on va tenter ça. De toute façon, maintenant, on a pris 30 quasiment, donc qu'est-ce qui reste? On essaye, mais c'est pas. Il n'y a pas de certitude dans ces changements non plus. Hein. Je crois que c'est pour dire, bon, on va tenter autre chose, quoi. Et ça a été très scolaire. Ça a été très scolaire. Mais après. Toujours pareil, après on se dit les choses, mais c'est vrai que sur ce match-là, tu privilégies, tu prends La Rochelle, tu sais que c'est devant, c'est monstrueux. Que la bataille va tu sais très bien que logiquement ça doit se jouer devant et qu'il te faut des mecs devant. Derrière, bon peu que peu, tu te dis tu vas réussir à t'en sortir avec ce qu'il y a. Et tu cherches effectivement à consolider tes avants parce que tu sais que ça va être une bataille rude. Mais bon, là, elle a été rude. On marque une courte pause et on continue de débriefer cette élimination du RCT. De retour dans Tribune Mayol, on était donc sur ce match. On va essayer. Je vous propose d'abord peut-être qu'on écoute Pierre Mignoni en conférence de presse d'après-match qui tire malheureusement le bilan de cette rencontre. Je pense qu'en première mi-temps on est là, après ça nous fait mal à la tête. Mais on a manqué pour moi, de caractère. Je te dis, on a perdu la bataille du jeu au sol et à ce niveau-là, tu peux pas le perdre comme ça. C'est trop dur, trop dur. On n'a pas existé alors que d'habitude c'est quand même notre point fort. Trop de déchets, trop de manque de réalisme. Et même en première mi-temps, tu rentres deux fois, on se sépare du ballon, Baptiste il fait bon. Voilà, donc c'est une équipe, si tu veux les mettre sous pression, il faut tenir le ballon, les mettre, aller beaucoup plus vite, sortir les ballons et être beaucoup plus dynamique. On a manqué de ça. Bon, le constat il est clair et lucide de la part du coach toulonnais qui résume un petit peu ce qu'on vient de dire. Oui, il est clair et puis voilà, il a vu le même match que nous, tout simplement. Donc je crois que sur les 18 000 qui étaient au stade, il doit y en avoir 18 000 qui disent la même chose. Donc... Hormis peut-être les Rochelais, il avait été content, il avait quelques-uns. C'est vrai qu'il n'y avait pas compté les 200 Rochelais. Je crois que les 200 Rochelais, ils ont eu un bon match. Ils se sont régalés. Est-ce que ce match, pour essayer d'aller tirer du positif, peut forger une expérience de groupe? On se dit souvent que c'est dans les expériences traumatisantes aussi qu'on se forge. Là, je pense qu'il y a quelques joueurs qui sont un peu traumatisés, toute proportion gardée, mais voilà, qui vont digérer pendant longtemps cette rencontre. Est-ce que ça peut aider aussi ce groupe à se construire encore? Oui, alors il y a déjà une bonne chose, c'est d'être arrivé jusque-là cette saison. Ça faisait un moment que tout le monde attendait. Il y a une autre bonne chose, c'est que les joueurs qui sont là, il y en a beaucoup qui n'étaient pas là ces 2 dernières années aussi. L'effectif a beaucoup changé. Donc il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, à gagner ensemble, à aller loin ensemble. Et c'est que positif pour les prochaines saisons. Maintenant, il faudra voir si eux arrivent à le mettre en place ou si ce match, ils l'ont joué, mais ils n'ont pas retenu les leçons. Ça m'étonnerait, connaissant certains joueurs, connaissant le staff et tout. Je pense que la leçon, ils vont la retenir. On espère en tout cas que ce match ne va pas peser longtemps dans l'été de Toulonnais. Et surtout, dans les prochains, il y aura d'autres gros rendez-vous à Mayol ou à l'extérieur. Il ne faudra pas qu'il y ait un peu le spectre de ce match. On va fermer la page Toulon-La Rochelle. On va réouvrir la grande page de la saison, parce que donc, du coup, la saison, elle est terminée. Quel bilan déjà vous tirez comme ça de but en blanc vous tirez de cette saison? Est-ce que pour vous la saison elle est malgré tout réussie? Est-ce que l'objectif était de se qualifier dans les 6? L'objectif a été rempli, mais voilà, comment vous jugez cette saison? C'est mitigé. C'est vrai que avant le match, tu te dis la saison la saison elle est réussie, tu es dans les 6 premiers, tu te fais un quart de finale à la maison.
vu la saison comme elle était quand même compliquée, mal embarqué en décembre. Mal embarqué en décembre, janvier, tu te disais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on va faire, c'est pas possible. Tu te fais un quart de finale. Donc juste avant ce match, moi le premier, avant le coup d'envoi, j'ai dit c'est bien, c'est bien, on a un quart de finale à la maison, c'est bien. Et à la fin de ça, la mauvaise note. T'as la mauvaise note, t'as ce mauvais goût là, ce goût de fiel dans la bouche là qui te dit en fin de compte la gamelle a été bonne, mais il y a un petit truc qui manque un peu de sel, quoi. Et il manque quelque chose. Voilà, c'est ce match-là, il te fait dire il manque quelque chose. Après, je pense qu'il faut réussir à s'en détacher. Alors, c'est difficile, mais il faut réussir à se détacher de ce match-là et voir les progrès effectués par l'équipe depuis la saison dernière avec ce titre de Challenge Cup, cette année, cette place en phase finale. Même si tout le monde l'espère à Toulon, c'est difficile d'arriver de se dire oui, on n'y était pas depuis 6 ans, allez, on va gagner un titre. C'est impossible avec un groupe en plus qui a quasiment rien gagné à part la Challenge Cup l'an dernier, mais qui a une toute jeune expérience. Donc oui, c'est positif pour moi sur une saison aussi délicate qu'elle a été cette année en top 14 avec des équipes qui pouvaient se qualifier, 10 équipes qui pouvaient se qualifier jusqu'à la dernière journée. C'est beau d'avoir réussi ça, d'avoir décroché la 4e place aussi, donc jouer à domicile, même si ça a rien changé au final, mais c'est du positif pour moi cette saison. Il faut le prendre en compte. C'est une étape de plus pour la suite et pour retrouver les demi-finales, la finale, un titre de top 14 sur les prochaines années. Alors, je vous ai mis à contribution. Individuellement, non, votre top 3, en tout cas les joueurs qui vous ont séduit cette saison, je me suis limité à 3, même s'il y en a beaucoup qui ont été bons cette saison. Si vous voulez, je veux bien commencer. Moi, j'aurais dit. Merci, c'est gentil. Fais-nous plaisir. Alors, moi, j'aurais mis David Ribans parce que je pense que devant, c'est peut-être le joueur qui a le plus performé. Avec mon deuxième qui est Esteban Abadi, qui a d'ailleurs cruellement manqué, je trouve, sur ce match, qui avait permis le remplacement de Charles Olivon au numéro 8 et qui a cruellement manqué là sur ce quart de finale. Et puis derrière, Twikovu, qu'on n'attendait pas forcément et que Pierre Mignoni aujourd'hui l'a dit, c'est son meilleur 3/4, celui qu'il a le plus souvent aligné et celui qui a été le plus souvent juste. Pas toujours flamboyant, mais juste. Et c'est 3 recrues. Donc je sais pas ce que ça veut dire. En tout cas, c'est les miens. Ça veut dire que c'est forcément la vérité absolue. Mais voilà, c'est 3 recrues, c'est 3 joueurs qui sont arrivés et qui ont, pour moi, marqué le RCT. Lucas, je vous laisse votre top 3. Moi, je suis plutôt d'accord sur David Ribans, qui, on le connaissait pas forcément tous, on l'avait pas beaucoup vu jouer, et c'était une belle révélation, je pense, sur l'ensemble de la saison. Je mettrais Teddy Bobigny aussi, qui a été nommé capitaine en début de saison. C'était un peu inattendu parce qu'on imaginait d'autres joueurs et ça a été lui. Et je trouve qu'il a parfaitement rempli ce rôle en répondant très souvent présent au rendez-vous. Et le dernier, je mettrais Baptiste Serin quand même, parce qu'on a vu, même s'il a été longtemps absent, justement, on a vu le manque que c'était qu'il soit pas là. Dès le premier match à domicile contre Bayonne, c'est lui qui sauve l'équipe en marquant un essai, alors que Toulon aurait pu démarrer sur une défaite à domicile, ce qui est compliqué. Et au final, il a été absent pendant longtemps, ça a fait beaucoup de mal à Toulon qui était dans le creux de la vague à cette période-là. Et quand il est revenu, Toulon est reparti de l'avant. Donc je mettrais quand même Serin dans le top 3. Ouais. Thierry. Ouais, moi effectivement, je pense que j'ai le premier, le même que vous tous, David Ribans. Effectivement, depuis ses débuts, il fait des matchs vraiment de bon niveau, sauf le dernier. Et après, c'est vrai que je me suis pas trop penché dessus. J'ai pas été. C'est vrai qu'il y a Teddy Bobigny qui effectivement son rôle de capitaine, c'est pas évident. Quand on te nomme capitaine, il faut montrer tellement de choses, mais qui a effectivement été à la hauteur sur plein d'événements. Et puis le petit Coulon, moi que j'ai trouvé très très intéressant, qui a prolongé, et ça c'est une bonne chose, et qui au-delà de ça fait des choses vraiment vraiment intéressantes sur le terrain. Voilà, moi après les 3/4 j'ai un peu de mal. Je suis beaucoup moins bon. On en a cité, donc ils ont été mis en avant. On termine avec le recrutement rapidement. On connaît déjà quelques arrivées toulonnaises, donc avec Sinclair, Ludlam et Frisch, ça c'est officialisé. Normalement Brennan et Ivaldi qui devraient aussi signer. Qu'est-ce que vous évoque ce recrutement? Est-ce que pour vous il y a encore quelques pistes à aller évoquer? Est-ce que peut-être que quelques carences et des postes à combler? Avec ce recrutement, on voit que le staff comble les départs qu'il y a, que ce soit Deveau, Brooks, Naya Salevou, tout ça qui s'en vont. Donc ils comblent et plutôt pas mal, je trouve, avec des internationaux, 2 internationaux anglais qui sont reconnus. Frisch qui monte en puissance depuis quelques saisons, qui a fait ses premières convocations en équipe de France cette année aussi. Donc c'est plutôt pas mal. Après il reste quelques carences forcément, peut-être
Le poste un de talonneur ouais. aussi, parce qu'on sait pas est-ce que va devenir Anthony Triard, parce qu'on l'a pas vu de la saison. Une saison blanche à son âge, c'est pas évident pour un joueur de rugby à mon avis. Donc après, s'il revient, ça fera le nombre, mais peut-être là un manque aussi, et peut-être un 3/4 en plus aussi, parce que on sait pas si Maëlan Rabu s'en va ou reste à Toulon. On perd quand même du monde derrière, et on l'a vu là sur ce match-là, un 3/4, ça aurait été pas un centre, peut-être, ça aurait été pas été de trop, quoi. Thierry, est-ce que pour vous, le recrutement, il est complet, ou est-ce qu'il va peut-être manquer une ou deux pistes Ouais, non, c'est vrai que j'aurais vu un peu un centre aussi, aller chercher un peu un centre, un peu joueur, un peu créatif, un peu qui nous mène un peu quelque chose dans notre ligne, quoi. Il y a des interrogations sur Duncan Payot, qui est absent là, mais voilà, on sait pas pour raison de blessure, c'était un choix, donc voilà, donc c'est je sais pas si c'est qu'il y a un moment ça doit pas trop bien aller. Et après je pense qu'il nous faudrait un gros pilier droit. Et un gros. Quand tu vois La Rochelle, je reviens sur La Rochelle, tu as Antonio et derrière tu fais rentrer Colomb, l'axe droit il fait 400 kilos, quoi. Non, mais c'est vrai. Et toi, ton axe droit, même si tu as une grosse deuxième ligne avec Ribans et Alanouzé, ton pilier qui est au demeurant, le Géorgien, il est exceptionnel. Mais en face, il se prend des gonzes, il se prend des mecs qui font 140, 150 kilos, il se prend les deux dans la foulée. Donc à un moment, même si tu es très bon, tu prends un petit coup. Donc moi je pense qu'il nous faudrait vraiment un gros pilier droit. Mais ouais, voilà, de la veine des deux que j'ai cités là. Du poids et de la tenue en mêlée, mais du poids. Après, au-delà du recrutement, moi j'aimerais bien, alors je suis pas dans le staff et je suis pas Pierre Mignoni, mais voir un peu plus de place aussi pour les jeunes. On en a plein en équipe espoir qui sont en équipe de France U20, des capitaines. Il faut les prendre. Les espoirs, ils ont quand même performé en cette fin de saison, même s'ils ne sont pas qualifiés, ils ont gagné un nombre de matchs conséquents, dont un à Toulouse, je crois, ce qui est quand même pas mal d'aller gagner à Toulouse en tant qu'espoir. Et donc maintenant, voilà, on a vu cette année, il y en a quelques-uns qui ont été promus, qui ont bien performé. Qu'ils peuvent faire. Voir un peu aussi l'année prochaine, peut-être qu'il va y avoir des postes. Voilà. Il va peut-être y avoir des postes où des joueurs vont manquer, peut-être s'appuyer aussi sur eux, et ils vont faire des erreurs, ils vont peut-être pas gagner les matchs, mais c'est peut-être là aussi l'apprentissage pour les jeunes, quoi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est le moment de conclure. Au-delà de l'émission, on conclut une nouvelle saison de Tribune Mayol. Je voudrais remercier déjà mes invités en plateau, tous les invités qui sont venus cette saison en plateau, les invités qu'on a reçus avec le RCT, et puis les équipes techniques derrière la caméra, que ce soit pour BFM Toulon, pour BFM Marseille, qui rendent l'émission possible. Merci à vous tous aussi d'être présents au quotidien et de regarder l'émission. Et on vous souhaite à tous un bel été.